Bienvenue sur Leadcorn, le podcast. Ici, on parle management et leadership, mais pas que, puisque je te parle également de retour d'expérience dans l'entrepreneuriat. Pour moi, le management est quelque chose de simple, puisqu'il s'agit uniquement de relations humaines. Au fil des épisodes, tu découvriras tous mes trucs et astuces qui te permettront de te gérer toi, mais également de gérer une équipe. Et crois-moi, ça marche même avec ta belle-mère chiante. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Leadcorn, le podcast. Aujourd'hui, un épisode interview et une sortie de zone de confort pour moi parce que j'ai deux invités. Le premier truc que je fais sur cette chaîne, deux invités qui vont venir vous parler de leur sujet, qui sont associés. Et donc, c'est Christine et Cathy. Je vais vous laisser vous présenter et ensuite on lancera le sujet du jour. Ok, moi c'est Christine Irabola. J'ai créé Entre Voix et Mots. Ma proposition, c'est de mettre les mots au service de la voix des professionnels que j'accompagne. Ce sont des professionnels qui ont envie d'être visibles sur les moteurs de recherche, sur le web, tout en gardant une communication à leur image. Et pour ça, j'ai trois leviers. Le principal, le majeur, on va dire, c'est la rédaction web SEO. On aura l'occasion d'en parler. Le deuxième, c'est le podcast avec plusieurs ramifications, dont une importante dont on va pouvoir parler aujourd'hui, puisque ça fait de longs mois avec Cathy qu'on travaille sur la manière d'aider les podcasteurs et podcasteuses justement à déployer le potentiel de leur podcast grâce au SEO et à la rédaction. Et le troisième levier, c'est la formation, l'accompagnement, notamment au SEO, pour des personnes, des professionnels qui ont envie d'être autonomes sur leur site internet. Voilà. Très bien. Et donc je suis, Cathy, donc ça fait effectivement quelques nombreux mois maintenant que je travaille avec, Christine comme, rédactrice web. Pour ma part, je travaille exclusivement avec des podcasteurs sur mon activité de rédactrice web et à côté de ça, je suis également, biographe depuis peu de temps et j'ai commencé à travailler comme rédactrice web au départ de manière, générale, et puis, j'ai eu une première cliente, qui a lancé son podcast donc c'est comme ça que ça a commencé. J'ai trouvé que l'idée de joindre, l'écrit avec son travail oral était, c'était quelque chose qui me parlait, à moi qui pour le coup suis plus, écriture, hein, sans quoi je serais pas, je serais pas biographe aussi. Je trouvais ça chouette de pouvoir mettre, l'écrit au service de son message oral et d'utiliser, mon travail de rédactrice web SEO pour cumuler la visibilité du SEO à celle apportée par le podcast. Très bien. Et donc, je pense que nos auditeurs auront trouvé notre sujet puisqu'on va parler de SEO. Donc, c'est, en tout cas, pour les entrepreneurs et pas forcément que podcasteurs, c'est une notion qu'on a déjà entendue. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière cette notion? Et ça, vous allez, je pense, le préciser l'une et l'autre. Mais ici, on va parler donc, beaucoup pour les podcasteurs. Et effectivement, le SEO. Moi, je le vois, je vous donne ma vision qui est celle d'une néophyte, bien entendu, et d'une novice en tout cas. Le SEO, c'est d'écrire dans nos légendes, en tout cas nous les podcasteurs, d'écrire nos légendes avec certains mots-clés qui vont permettre un référencement et qui vont permettre de propulser nos épisodes, que ce soit dans les recherches sur les différentes plateformes ou même dans Google. Moi, je me suis rendu compte que mon podcast était sur Google. Je le trouve en faisant mes recherches. Donc, permettre d'augmenter la visibilité de manière organique, comme ça que vous dites? Ouais? Exactement. OK. Est-ce que j'ai bien résumé le truc, pour vous? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Le SEO, c'est l'art et la manière d'utiliser ce qu'on appelle le référencement naturel, donc utiliser des mots-clés, un type de rédaction qui va permettre, alors à Google ou en l'occurrence effectivement pour les podcasteurs aux plateformes de recherche, de pouvoir mettre en face une demande d'un internaute qui recherche, un podcast sur tel ou tel sujet et le contenu que nous on a créé. Et le fonctionnement est assez similaire qu'il s'agisse des plateformes d'écoute ou de Google, même si effectivement Google a un petit peu plus de critères pour décider, qui est positionné, en premier que les plateformes d'écoute. Mais l'idée est la même effectivement, c'est gros si on simplifie, c'est de choisir des mots-clés qui correspondent à notre contenu, qui vont pouvoir indiquer au moteur de recherche que: «Ah, tel contenu parle de ça et donc je peux le donner en réponse à telle question de l'internaute». OK. Et comme tu l'as dit, Élodie, c'est vrai que pour un podcasteur ou une podcasteuse, ça va être important de soigner la description, déjà de son podcast de manière générale et ensuite pour chaque épisode, il va falloir amener ce travail un peu, ciselé autour des mots-clés, de son podcast en général et de l'épisode, puisque l'épisode peut avoir aussi une niche ou des éléments clés à mettre en valeur. Donc c'est vrai que le SEO va se jouer,
notamment à ce niveau-là, au niveau de la description. Après, il y a d'autres endroits où il va pouvoir se jouer si on a un site internet, par exemple. Donc, ça peut s'articuler avec un blog. Là, on passe à un cran au-dessus. Mais là, on retrouve le SEO, on va dire, plutôt classique, comme pour toute personne qui se retrouve avec un site internet et que cette personne souhaite optimiser. Mais c'est vrai que parfois, on n'a pas forcément l'idée qu'il y a toutes ces articulations-là. Nous, avec Etsy, on parle souvent d'un écosystème autour du podcast, puisque bien sûr, il y a la description, il y a les plateformes, mais ensuite, au-delà de ça, il y a souvent un site internet, il y a, on va dire, pratiquement 100% du temps les réseaux sociaux. Donc, c'est tout ça, en fait, qui est en jeu, finalement. Oui, tu as raison de parler d'écosystème, puisque et c'est là où moi je me suis rendu compte à titre personnel de certaines choses, c'est qu'effectivement, on peut se servir de notre podcast pour créer du contenu sur les réseaux, et pas forcément du contenu vocal, j'entends. C'est réutiliser en fait ce qui est dit dans le podcast pour en faire un post, pour en faire un article de blog, pour en faire une newsletter, enfin, de manière globale. Et à l'inverse, réutiliser effectivement ce qu'on peut aussi dire sur nos réseaux en podcast. Et donc de vraiment créer, moi je vois ça comme une forêt. Ça va parler à Cathy ça. Cathy elle aime les champignons, donc Ouais, mais l'écosystème, on est bon aussi, ouais, hein, ça rejoint la forêt. mais effectivement une sorte de forêt où, bah, un arbre va être un épisode de podcast, hein, les branches ça peut être, suivant de quel contenu on part à l'origine. Voilà, le contenu «zéro» entre guillemets, puisqu'il y a des podcasteurs qui partent de leur podcast pour en créer des posts et d'autres qui font plutôt l'inverse. Chacun sa méthode. Je sais pas, vous, dans vos accompagnements actuels, je pense que vous avez un panel où en général, on part plutôt de son podcast, à mon avis, mais d'autres qui font peut-être l'inverse et qui du coup recyclent et vous les accompagnez là-dessus. Bah, ça va dépendre aussi du format du podcast, parce que si c'est un podcast pardon, solo, la personne, elle a peut-être une manière de rédiger différente. Peut-être qu'elle va partir de questions de ses clients ou de prospects, et cetera, et puis que, bah, du coup, elle va peut-être déjà démarrer par les réseaux sociaux, déjà tester des choses, et puis après, ça pourra lui donner l'idée d'un épisode. À l'inverse, quand on a un format interview, en général, on commence déjà par réaliser l'interview, et puis ensuite, on voit ce qu'on peut en faire derrière. Donc, voilà, en effet, il n'y a pas une manière de faire. Il y en a plein. En tout cas, celle qui, nous, avec Etsy, nous paraît importante, c'est de se dire que le podcast, c'est un tel travail de création, ça demande tant de temps, tellement de temps, qu'après, l'idée, c'est de venir, j'aime pas trop le mot, mais en même temps, c'est assez parlant, le recycler sous différentes formes et de venir justement prendre appui sur l'écrit et le SEO pour pouvoir communiquer sous différents formats. Ça, finalement, c'est ce qui va relier, à notre avis, hein, la manière de faire de tous les enfin, ça devrait être la manière de faire de tous les podcasteurs et podcasteuses, parce que sinon, c'est un travail tellement de titan que on peut être vite découragé, finalement. Oui, oui. Oui, oui. Qu'est-ce que tu en penses toi, Cathy, justement? Bah, ce que tu dis, ce que tu soulèves me fait penser justement à ce qu'on a décidé de mettre en place pour le début de nos collaborations de long terme. Donc il y a une notion de charte graphique, pendant laquelle on va étudier, la façon dont la personne s'exprime, quelle personnalité elle a et cetera, pour que les contenus écrits correspondent à la personnalité et aux contenus oraux. Mais on a aussi une partie audit sur laquelle il est question d'étudier la stratégie, et donc on revient sur l'idée de l'écosystème, de comment le podcast s'inclut dans la stratégie globale et comment le podcasteur s'organise en fonction de son organisation à lui, de ses objectifs à lui, de ses appétences à lui. Parce qu'effectivement, le fonctionnement ne sera pas forcément le même pour tous et on ne peut pas dire tel podcast gagnera à travailler plutôt sur le blog. C'est pas forcément vrai. Il y en a pour lesquels ce sera plus le blog, il y en a pour lesquels ce sera plus les réseaux sociaux, il y en a pour lesquels ce sera plus une question de lien. Ça va vraiment être propre à chacun des podcasteurs. Et c'est d'autant plus important que, comme tu dis, il y a une question de ramification qui peut très vite être très importante quand on travaille autour du podcast. Oui, Christine Oui, avait une, oui, je voulais juste te ouais. dire qu'en fait, Cathy, tu as fait juste une petite erreur de vocabulaire, c'est pas du tout grave, mais pour que ça soit clair pour nos auditeurs, tu as dit charte graphique au lieu de Ah charte. oui, oui, oui. Non, mais ça m'arrive souvent, ça, d'échanger Voilà, des. et c'est pour Oui, ça je suis plutôt écrit qu'oral, moi. Je me relis après, à l'oral, ça marche pas. il y a pas de souci, mais pour qu'on nous comprenne bien, en fait, Pour que c'est ça en fait, soit c'est le clair, oui. pendant, la charte est donc nous, ce qu'on propose pour le coup, c'est une charte éditoriale. Oui. C'est un peu le pendant de la charte graphique, on connaît en général plutôt bien. La charte éditoriale, on connaît pas forcément cet outil-là. Nous, d'ailleurs, avec Cathy, on l'a appelé voix off parce que c'était l'idée d'être un peu en coulisses, de la personne avec son business, son podcast,
et de mettre en fait en mots toutes les valeurs, toute la philosophie, tous les services que la personne proposait, de mettre ça à plat, d'avoir un outil assez complet. Et une fois que cette base-là est posée, on va pouvoir justement communiquer en prenant appui sur cette base claire, précise, vraiment à l'image du podcasteur qu'on aura accompagné. Voilà, je voulais juste préciser ça. Parce que du coup, tu vois, ça m'intrigue, cette histoire parce que comme tu le dis, charte graphique, je vois bien ce que c'est. Il y a pas de problème là-dessus. Mais cette fameuse charte éditoriale, pour moi, c'était plus, quand tu as prononcé ce mot, plus, associé, tu vois, au branding. Donc dans le branding, tu mets, bah, la charte graphique, tu mets, la personne, ses valeurs, la manière de s'exprimer, parce que ça aussi, vous, c'est important, je pense, quand vous écrivez les légendes, bah, qu'on ait l'impression que c'est le podcasteur qui les a écrits, avec ses mots, sa manière de parler et tout ça. Et que là, en fait, j'ai plus l'impression de voir dans ce que tu décris, un mood board, je sais pas si ça vous parle? Un mood board, mais du coup, d'écrit et un peu plus compliqué à, tu vois, à intégrer, en tout cas. Tu veux en parler, Cathy, ou tu veux que j'en parle comme tu veux? Vas-y, vas-y, vas-y. Bah, c'est juste ce que tu dis, Elodie. Franchement, c'est simple. Je l'avais pas vu comme ça, mais on pourrait dire un mood board écrit. J'aime bien l'idée. En fait, l'idée, c'est de venir alors, nous, on travaille comme ça, on va interviewer la personne. Alors, on n'en fera rien, hein, de cette Ouais, interview, mais l'idée, ça prend à peu près 2 heures de temps. C'est que pendant ces 2 heures de temps, on est pleinement avec la personne, on ne prend pas de notes. Donc comme ça, on est dans une vraie conversation et évidemment, on a un questionnaire, hein, que la personne, reçoit avant ou pas, c'est elle qui choisit. Et ce questionnaire va venir justement poser tous les éléments dont tu as parlé, hein, c'est-à-dire la propos de l'entreprise, ses valeurs, et cetera, le ton de voix, et on va aller creuser ça. On va aller établir un champ lexical ensemble de son activité qui va aller creuser même jusqu'à des expressions clés pour son activité. Donc on fait voilà, un travail vraiment ciselé. On va aller aussi ensemble creuser la question des concurrents et comment la personne se démarque par rapport à ses concurrents. Ça va lui permettre justement en creux d'aller sur les terrains qui sont vraiment à elle. Et puis, on va aller aussi sur le lecteur ou la lectrice cible ou l'auditeur cible selon ce qu'on vise pour vraiment voilà, faire finalement un mood board, je vais reprendre ton expression, un mood board précis avec ces mots. Alors, ça va bien sûr servir pour le podcast, pour toute la communication écrite, mais ça sert aussi, moi je l'ai vu avec certains clients, ça leur sert un peu de planche d'inspiration, parce que c'est ça un mmh, mood board finalement. Ils vont aller picorer des mots dedans. Il y a des phrases clés aussi, il y a la vision de l'entrepreneur, il y a tout ça. Bon, je ne vais pas tout décrire en détail, ça n'aurait pas d'intérêt, mais l'idée, c'est que la personne, une fois qu'elle a posé ça avec nous, parce que nous, on permet de faire un petit pas de côté, en fait, par rapport à sa communication, une fois qu'elle a cette charte qui est posée, eh bien, elle va pouvoir venir s'en inspirer et puiser dedans. Parfois, ça va être un mot, parfois, ça va être une phrase, parfois, ça va être, ah tiens, tel concurrent, c'est vrai qu'il faisait ça et moi, je fais ça différemment. J'ai envie d'en parler dans mes communications. En fait, voilà, ça permet tout ça, la charte éditoriale. Je ne sais pas si c'est plus clair, du coup. si. Si, si, Et c'est beaucoup plus clair, ouais. Et c'est vrai effectivement, comme tu l'as dit, que c'est très important dans notre métier, alors de manière générale, puisqu'effectivement quand tu es rédacteur web, et il y a pas que les rédacteurs web, mais nous c'est celui-là notre métier, tu es censé écrire à la façon dont écrirait la personne et c'est d'autant plus important quand on part d'un contenu oral parce que dans le podcast, il y a quand même vraiment cette idée de proximité. On a notre voix, il y a les inflexions de la voix, la durée des phrases, le rythme à laquelle la personne parle. Tout ça, c'est des choses qui sont naturel, fluide à l'oral et qu'on n'a pas forcément à l'écrit et quand on a échangé avec des podcasteurs pour préparer notre offre, pour essayer de mieux les comprendre au maximum, il y avait vraiment cette idée une des choses qui leur ferait peur à déléguer la communication écrite de leur autour du podcast, c'est que ça ne leur ressemble pas. Et c'est vrai que sur les premières collaborations, très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, pour que l'article ressemble à la personne, sur le premier épisode, en fait, j'écoutais 2, 3, 4 autres épisodes pour essayer de vraiment m'imprégner de quelles expressions la personne va utiliser. Est-ce qu'il y a des façons de parler de son sujet qu'elle a, que son voisin n'aura pas forcément? Quel est le type de vocabulaire? Est-ce qu'il y a des termes qu'elle va pas utiliser? Au contraire, est-ce qu'il y en a qu'elle utilise beaucoup? Tout ça, c'est des choses qui participent au fait que l'article ressemble à l'épisode de podcast et l'air de rien, si on prend pas le temps de faire la charte éditoriale, on peut facilement passer à côté ou mettre un certain nombre d'épisodes avant de vraiment écrire à la façon de la personne. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que on se pose tous la question, tous ceux qui sont sur les réseaux, c'est quelque chose qui est très prenant. Le podcast, vous l'avez dit, c'est quelque chose de très prenant.
on se pose tous la question un jour de déléguer ne serait-ce qu'à un community manager, par exemple, nos posts. De base, moi j'ai dit: «Faire des visuels à ma place, il y a pas de souci, j'ai une charte graphique, établie, une manière de faire». Par contre, mes expressions, donc moi j'ai des expressions savoyardes, bourguignonnes, enfin des trucs qui datent, de Mathusalem, de mes mamies, qui avaient une manière de parler bien à elles. C'est vraiment moi le truc qui me fait peur. Je l'avoue. Et je pense que c'est, le on va dire pas un point bloquant parce que vous arrivez à mais ça peut être la grande crainte de quelqu'un qui se fait accompagner. Le podcast, c'est très personnel, ça a quelque chose pour moi de très intimiste et d'arriver à retranscrire ça à l'écrit quand c'est pas, la personne qui le fait. Alors après c'est vraiment un métier, hein, d'écrire des posts, faire du podcast en est une et vocaux et des posts aussi. Mais oui, c'est une des craintes, je pense, de beaucoup de gens, qu'on écrive à leur place, que les lecteurs s'en rendent compte, que c'est pas eux qui sont derrière, que est-ce que, ça donc là, dans ce que tu expliques, Cassie, vous avez une méthode qui est quand même, et tu vois, qui va bien avec l'écosystème et en tout cas avec, donc vous aurez, hein, dans la description tous les liens pour retrouver, Cathy et Christine, mais Cathy qui a toute une charte graphique avec des champignons et qui du coup, voilà, les champignons ont quand même alors c'est pas des racines, hein, c'est du mycélium et tout ça, mais vont quand même bien en profondeur et en fait, on ressent cette profondeur dans votre, manière de faire, d'aller vraiment étudier avec la personne. Mais qu'est-ce que les gens, enfin les podcasteurs que vous avez pu accompagner ont pu vous dire, en fait, sur ça? Le retour, parce que s'ils acceptent de vous faire confiance, c'est que tout est OK, mais le retour qu'ils en ont. Bah, déjà, je pense que tu as dit le mot confiance et nous, on trouve qu'avec cette proposition de voix off, comme on l'a appelée, donc cette charte fameuse charte éditoriale, bah, c'est aussi une des manières d'installer la confiance. Parce que eux, ça leur permet de déposer tous les éléments clés de leur communication, vraiment de manière, personnelle, et comme tu l'as dit, ça va jusque dans les expressions et voilà, son ton de voix finalement. Et pour nous, ça nous permet de mieux connaître la personne. Mmh. Donc, bah, les retours qu'on en a pour l'instant, c'est ça qui se en fait, c'est ça qui se joue. C'est, vraiment la confiance et une fois ça paraît peut-être un peu bateau de le dire comme ça, mais une fois qu'on a instauré cette confiance et puis, en fait, elle s'installe de manière concrète, hein, parce que la charte éditoriale, c'est un élément physique, palpable, hein. Donc la personne, a le temps de la relire, X fois, d'y revenir dessus et une fois qu'on a installé ça, après le reste finalement, c'est une base quoi, c'est une base solide et ça permet derrière de fluidifier toutes nos communications, de faire en sorte que nous, on soit vraiment dans les petits chaussons, on va dire, de la personne et voilà, d'instaurer de la confiance. Je ne sais pas si peut-être si tu as quelque chose à rajouter à ça? Ouais, tout à fait. Je rajouterais juste que, alors non seulement il y a une base solide parce qu'effectivement on prend le temps d'aller faire connaissance en profondeur avec la personne, mais après il faut bien voir aussi que quand on travaille pour un podcasteur sur du long terme pour faire des articles de blog par exemple, ça veut dire fatalement qu'on écoute la totalité des épisodes de cette personne. Donc en fait, au départ, effectivement, il peut y avoir des ajustements, comme il peut y en avoir pour un certain nombre de collaborations, c'est pas propre au rédacteur web, mais plus le temps va passer, plus on va être habitué aux prises de position de la personne, à son caractère, à ses valeurs, parce que, parce qu'on écoute tous les épisodes qu'elle produit, ce qui est pas forcément le cas ce qui est pas forcément le cas de tous les auditeurs. Puis il y a aussi le fait que, c'est bête à dire, mais on n'est pas des dictateurs. Donc au départ, nous, on propose un article, la personne est libre, s'il y a une tournure de phrase qui la gêne, de la modifier. Ça prendra toujours moins de temps que de rédiger un article complet, sans parler du fait de se former au SEO. Et ça fait vraiment partie des choses qu'on donne au tout départ. Et je le répète en général, même à plusieurs des premiers articles, s'il y a quelque chose qui dérange et s'il faut modifier, que la personne n'hésite pas à me le dire. La seule chose que je préconise, c'est juste d'en parler avant la publication parce qu'il y a des éléments sur un article optimisé pour les moteurs de recherche qu'on peut facilement modifier sans que ça ait un impact. Il y en a d'autres, si on les modifie, il faut faire attention aux mots-clés. Mais dans l'absolu, il y a tout un tas d'éléments dans un article ou même dans une description pour les plateformes, ou sur un post pour les réseaux sociaux que la personne est libre de modifier si ça lui correspond pas. Ou si on reprend ton exemple des expressions, si en lisant l'article, tu dis: «Ah là, il y a telle expression de ma grand-mère qui me revient», eh ben, on l'insère. Il y a pas de en soi, il y a pas de problème et ça prendra forcément moins de temps que de rédiger un article, complet pour ne citer que l'exemple des articles. OK. Et est-ce que vous diriez, alors le SEO, on en entend parler, hein. Moi, j'en entends parler même avant je recommence, d'être entrepreneur, puisque j'ai travaillé longtemps pour une structure où on avait un service marketing, voilà, avec un site web, donc j'entendais parler de ça, c'est super important. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que dans l'ère du tout numérique, c'est une obligation?
même un devoir, j'ai envie de dire, si on a envie voilà, d'être visible. Et si on ne le fait pas, qu'est-ce que ça peut, avoir comme, conséquences? Les Je plus dirais et que les moins. je dirais que ça dépend aussi de ce qu'on fait à côté. Parce que si, par exemple, on n'a pas de blog pour le podcast, mais qu'on a une chaîne YouTube sur laquelle on a des descriptions qui sont très travaillées, qui sont longues, qui utilisent des mots-clés, ça peut aussi très bien se positionner sur Google et Mmh. faire office d'augmentation de la visibilité. Ça peut faire ce travail d'inclusion parce que si la description est bien détaillée, que ça résume, ça peut donner accès à quelqu'un qui n'a pas le temps, qui ne veut pas écouter la vidéo YouTube. C'est pareil avec les descriptions sur les plateformes. Quand on met une transcription entière, quelque part, le travail d'inclusivité, notamment, il est là. L'insertion des mots-clés, même si ça ne va pas être aussi travaillé que sur un article de blog où il y a différents sous-titres, il y a un certain nombre il y a plus d'endroits que Google va regarder que sur les plateformes d'écoute, mais n'empêche que les mots-clés seront là aussi. Et ça va dépendre aussi de là où en est déjà l'entrepreneur. Un entrepreneur qui a déjà une grosse communauté, qui a déjà une belle visibilité, est-ce qu'il n'aura pas intérêt plutôt à essayer de chercher à inclure son podcast dans sa newsletter ou à vraiment chercher des moyens de proposer plus de bonus à télécharger, par exemple, pour prolonger l'expérience de l'auditeur, pour amener plus de personnes sur sa newsletter? C'est des questions qui se posent vraiment. Après voilà, ça dépend où en est l'entrepreneur, quels sont ses objectifs du moment, quel temps il peut, y passer. OK. Ouais, je compléterai, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, bizarrement, hein, Cathy. Mais je compléterai sur les objectifs. En effet, si quelqu'un, parce qu'il y a on l'a vu dans les enquêtes qu'on a fait dernièrement, il y a plein de raisons, hein, pour faire un podcast, elles sont aussi presque aussi variées que les podcasteurs. Par contre, il y en a qui reviennent quand même régulièrement. La plupart, c'est quand même pour venir soutenir un business, on Oui. va être honnête, voilà. Donc là, si c'est cet objectif-là est l'objectif principal, premier, eh bien, le SEO va avoir, un rôle important à jouer et là, je suis d'accord avec toi, Élodie, c'est dommage de s'en passer. Si par exemple, on reprend l'exemple du blog, eh bien l'article de blog qui va être, qui découle d'un podcast, il va pouvoir amener en plus du podcast des appels à l'action à l'intérieur de l'article du blog qui vont venir rediriger l'internaute vers des services ou des produits et cetera. Et donc ça, c'est vrai que si on a un objectif purement business, qui n'est pas un gros mot du tout, hein, il y a pas de problème, eh bien, c'est vrai que c'est une belle opportunité. Donc c'est et là, je le dis rapidement parce que c'est à voir au coup par coup, à travailler Oui, et c'est à personnaliser en fonction du podcasteur, de la personne que vous avez, de son business, de ses produits. Ouais. voilà, mais ça, c'est vrai que c'est une opportunité qui est, enfin, on l'a vu, hein, avec plusieurs des podcasteurs qu'on connaît nous. Il y a des podcasteurs qui ont une visibilité énorme avec leurs articles de blog. C'est plusieurs milliers de recherches, pardon, par mois, par article. Des fois, c'est assez fou, hein, donc c'est vrai que ça peut représenter une belle opportunité. Alors nous, avec Etsy, on met toujours des petits guillemets parce qu'on ne vend pas une recette magique, même si c'est une sauce aux champignons, quel que soit le champignon, ça n'est pas magique. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a commencé à parler de la charte éditoriale, parce que pour nous, c'est important, avant même de parler SEO, de technique, de visibilité, pour nous, vraiment, la première clé, c'est ça. C'est bien connaître les objectifs de la personne, comment elle veut s'exprimer, etc. Qu'est-ce qui est important pour elle. Et après, de là, va découler le SEO. Faire plaisir aux moteurs de recherche, tout ça, c'est super. Mais en premier, pour nous, c'est important d'être fidèle à la personne qu'on accompagne, en fait, hein, et puis qu'elle se sente à l'aise. Pour nous, ça, c'est ça la priorité. Puis après, notre travail, c'est aussi de croiser les attentes des moteurs de recherche et les attentes des internautes. Parce que parfois, quand on est, quel que soit l'entrepreneur, qu'il soit podcasteur ou pas, parfois on n'a pas forcément le recul, on est tellement centré sur son activité qu'on ne voit pas qu'on n'utilise pas forcément les mots qu'utiliseraient des internautes. Et nous, avec Cathy, on joue aussi ce rôle de trait d'union un petit peu entre l'entrepreneur, le professionnel, le podcasteur et ses prospects ou en tout cas, les internautes de manière générale. Voilà. Oui, c'est d'utiliser le langage du client, d'une manière ou d'une autre. Le SEO, qui est notre sujet aujourd'hui, toutes les 3 on connaît. Quelqu'un qui est un entrepreneur débutant va peut-être pas savoir ce que c'est que le SEO. Lui, il va taper une recherche Google, «Comment je fais pour, propulser mon blog, 1er sur Google?» par exemple. Oui, oui, ça c'est vraiment un point
qui est crucial pour nous 2 parce que quand on est rédacteur web, et qu'on veut rédiger un article, donc on choisit notre mot-clé, en fonction de, la concurrence qu'il y a déjà sur ce mot-clé, en fonction du nombre de fois où ce mot-clé est tapé par mois. Mais après, il y a une autre chose qui est importante et qui est encore plus importante quand on travaille pour des podcasteurs, c'est ce qu'on appelle l'intention de recherche. C'est-à-dire l'internaute de base, quand il tape ce mot-là, dans Google, qu'est-ce qu'il attend comme réponse? Et ça, c'est vrai que c'est une gymnastique qu'on autant aller chercher le mot-clé, je pense que on va facilement se dire: «Ah bah oui, si je veux faire de la visibilité, faut que je cherche un mot-clé qui est tapé par les internautes». OK, c'est pas forcément une information qui est très compliquée à trouver. Par contre, faire le lien entre qu'est-ce que l'internaute, moyen cherche avec ce mot-clé et comment moi je fais le lien, dans un article pertinent, optimisé pour les recherches et le contenu de mon podcast avec mon point de vue, ma voix, c'est une gymnastique, qui s'apprend et qui peut prendre un petit peu de temps. Parce que parfois, dans le podcast, un podcast qui dure, 30, 40, 50 minutes, on a quand même le temps d'aller développer un sujet, on a le temps d'apporter de la nuance, on a le temps d'amener l'auditeur, du problème qu'il croit être son problème au problème que nous, professionnels, on sait, qu'il a. Sur un article de 1 200, 1 500 mots, la démarche n'est pas forcément la même. On a un petit peu moins de place pour la nuance, et on sait très bien que, OK, apporter de la nuance, c'est bien. D'un autre côté, si l'article ne répond pas à l'intention de recherche, alors que l'épisode, lui, répond à l'intention de recherche, ben, ça va pas mener le podcasteur, très, très loin. Donc, je ne sais plus quelle était la question de Non, départ. de ce que les gens ouais, effectivement, de ce que les gens, vont rechercher, eux, sur Google. Parce que, Mmh. voilà, l'exemple, c'était, bah, nous, le SEO, ça nous parle et la personne, elle va peut-être dire: «Bah, comment je fais, moi, pour, propulser en Voilà, c'est première ça. page, quoi?» C'est une question de voilà, il faut trouver les mots de la cible, mais aussi trouver la bonne façon de l'amener à ce qu'on veut, que ce soit, vers un produit, vers un épisode, quitte à ce que bon, bah, peut-être que l'article il relattera pas à l'instant T tout le discours du podcasteur, mais par contre, il sera orienté de façon, par exemple, à l'amener à écouter l'épisode et donc à aller plus loin. Ouais, de faire une sorte «d'introduction», entre guillemets, Ça peut, en par tant exemple. Après encore pour, une fois, évidemment, ça dépend des objectifs, mais, tu vois, c'est hyper intéressant cette discussion parce que alors, moi je ne voyais pas cette profondeur de champ, dans tout ce domaine du SEO. Je sais que pour être référencé sur Google, enfin c'est du travail et du travail et du travail et de ça se fait pas en un mois. On est bien d'accord? on est bien d'accord, ouais. Comme disait Christine tout à l'heure, il y a pas de recette magique. C'est pas parce qu'un podcasteur va travailler avec vous que demain il sera premier partout, voilà, ça dépend du sujet, ça dépend de la personne, ça dépend de tout un tas de choses et je pense qu'on affine. Et ça, vous allez peut-être me le confirmer, mais on affine en permanence. Vous, en moyenne, vous accompagnez les gens, alors l'objectif, bien sûr, c'est de les accompagner sur la longueur, mais en combien de temps vous estimez qu'il faut, voilà, de recul pour qu'on voit si la stratégie mise en place, commence à porter ses fruits? Et je dis bien commence, hein, je dis pas, on est premier. Nous, on estime qu'il faut au moins 6 mois, c'est vraiment le minimum du minimum. Parce qu'avant ça, franchement, déjà, le temps de mettre en place tout ce qu'on vient d'énoncer, la charte éditoriale et éventuellement un audit aussi, édito du podcast. Mmh. Là, je parle pas de la partie technique puisque nous, avec Etsy, on se positionne pas sur l'aspect technique. Mais voir aussi la partie éditoriale du podcast, comment il s'articule avec les réseaux sociaux. Il y a tout un travail de fond et de base à effectuer et c'est qu'ensuite, là, qu'on va pouvoir démarrer le SEO, éventuellement un audit SEO si le podcasteur a déjà un site internet. Donc, déjà en termes de base, on a 3 propositions qui vont, en fait, s'ajuster à la personne qu'on a en face. Elle en prendra une, 2 ou 3 selon ses besoins. Donc déjà ça prend un certain nombre, de semaines, hein. Et puis ensuite, le temps de mettre en place, si c'est un blog pour le coup, un blog ça se voilà, il faut plusieurs mois avant de commencer à voir les fruits un peu, récolter les fruits de ce travail-là. Donc, pour moi, vraiment 6 mois, c'est le minimum. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Cathy? Oui, 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 si, tout à fait. Après, évidemment, ça dépend. Est-ce qu'il y a déjà des réseaux sociaux qui peuvent amener du trafic? Est-ce que le site est ancien, récent? Est-ce qu'il y a déjà du contenu? Est-ce qu'il est déjà optimisé? Évidemment, ça dépend de beaucoup de choses, mais effectivement, si on standardise, le SEO, ça peut prendre, beaucoup de temps, et j'ai presque envie de dire à plus forte raison avec des podcasteurs. Les podcasteurs avec lesquels, en tout cas, moi, j'ai travaillé et c'est logique, normal et je les encourage à faire pareil, ont tendance soit être sur des sujets assez nichés, soit avoir un discours qui leur est vraiment propre et ça va pas forcément, du coup, correspondre à des requêtes clés qui sont
très fortement recherché. Plus la requête clé, ce qu'on appelle la requête clé, donc c'est ce que tape l'internaute dans sa barre de recherche Google, plus c'est spécifique, plus c'est précis, plus ça correspond à un point de vue bien particulier et forcément, moins il y aura de recherche mensuelle et donc plus le SEO mettra de temps à avoir des effets. Donc oui, effectivement, je pense qu'en dessous de 6 mois, peut-être qu'on aura des retours. De là à dire que ce sera suffisant pour, valider la stratégie et pouvoir commencer à ajuster, non. 6 mois, ça me semble effectivement un minimum. Oui, de toute façon, enfin, la vision que j'en ai en tout cas, c'est que le référencement naturel, donc le SEO, le référencement naturel a quand même alors met plus de temps à se mettre en place que si on payait, je ne sais quoi. Là, il y a des outils qui existent, hein, il y a 1 milliard de choses si on cherche, ou de la pub ou tout ça. Par contre, alors ça, ce sont mes mots, mais c'est un peu une machine de guerre. C'est-à-dire qu'une fois que ça tourne, une fois que ça rapporte du trafic, en fait, ça continue à alimenter, voilà, le moteur de recherche, en tout cas sur le blog ou sur le podcast, tout ça de la personne et pas forcément besoin d'être premier sur Google, mais en tout cas, ça attire un trafic, bah, de manière, voilà, assez, je ne veux pas dire simple, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière, mais que ça attire tout seul et que c'est pour moi plus fiable. Ça met plus de temps à se mettre en place. Après, voilà, c'est une histoire on en revient au mot de la confiance de tout à l'heure. C'est, on va donner de la confiance à Google, on alimente quelque chose, avec des mots-clés, c'est pertinent, les gens recherchent, tombent sur nous et bah, ils cliquent dans les articles, donc je sais que ça aussi c'est analysé par leurs algorithmes et tout. Donc on peut avoir confiance, donc on va propulser automatiquement, voilà, tel ou tel, site ou podcast. Donc oui, 6 mois, ça me paraît même, alors pour avoir les premiers résultats, oui, mais ça me paraît même du coup très court. Enfin, Ah je oui, on parle bien ouais, des premiers résultats, mmh, effectivement. On parle bien des premiers résultats et après oui, effectivement, tu as très bien expliqué, c'est long à se mettre en place. Après, c'est aussi, bah, du long terme parce qu'effectivement, une fois que c'est mis en place, une fois que Google a confiance, on peut aussi se permettre de baisser le rythme ou de faire des pauses ou de juste retravailler l'ancien contenu sans pour autant que les visites ne baissent et ça peut durer comme ça pendant des mois et des mois, voire des OK années même pour certains sites, hein. et du coup, concrètement, donc là, on a parlé de votre charte, je vais me tromper, hein, Christine va me reprendre, mais de cette fameuse charte éditoriale. Donc l'étape d'après, c'est, bien sûr personnalisé en fonction de la personne, de ce qu'elle recherche, si elle a un blog, si elle a pas de blog, si, donc tout part du podcast, on va dire, d'optimiser les légendes du podcast et qu'est-ce que vous enfin, l'accompagnement complet, je ne sais pas si vous avez plusieurs, enfin divers niveaux, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous accompagnez ah! C'est pas très français cette phrase, hein. Comment vous accompagnez et sur quel panel dans la majeure partie des cas? Je sais pas si c'est bien compréhensible ma phrase, mais, ou ma question. Si, 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 la question est très claire et on a fait le alors on parle bien des collaborations de long terme, hein, Ouais. pas des one shot. On a fait le choix que ce soit, que ce soit vraiment personnalisé sur mesure pour chacun des podcasteurs, en fonction de ses objectifs aussi. Enfin, en fonction de ses objectifs, oui, mais aussi en fonction du budget qu'il a, du temps qu'il est prêt à y allouer et on se concentre surtout effectivement sur le blog, la newsletter pour l'instant, non. On va attendre d'avoir nous plus de compétences, donc ce Mmh. sera plutôt pour 2025. Après ça peut tout à fait être, LinkedIn. On peut faire des propositions pour Instagram, même si, c'est moins notre domaine d'expertise que LinkedIn. En fonction des souhaits de la personne, ça peut aussi prendre l'aspect de plan d'article au lieu d'article complet. Justement, on revient sur ce qu'on disait un petit peu plus tôt, sur les personnes qui vont avoir peur que le texte ne leur ressemble pas. Ça peut aussi, par exemple, prendre la forme de plan d'article. Donc nous, on écoute, on recherche le mot-clé approprié, on fait un plan qui répond aux standards du web, qui soit optimisé. On propose des citations qui sont pertinentes et on propose un résumé. Mais après, ça va être à la personne de rédiger les paragraphes en eux-mêmes, comme ça leur ressemble. Mais on n'a pas de formule, toute prête afin de garder vraiment la plus grande latitude possible pour répondre, notamment aux objectifs et au budget de la personne. OK. Et après, on a aussi, une prestation pour du SEO justement. On propose, des visio-consulting en fait pour que les personnes justement, nous fassent part de leurs objectifs et qu'on voit ensemble qu'est-ce qui va être le plus adapté avant de se lancer, puisqu'on l'a très bien dit tout à l'heure que c'est quelque chose qui va être plutôt à long terme. Donc pour que la personne ait une visibilité des actions qu'elle peut mettre en place par elle-même, sur lesquelles elle va être complètement autonome et des actions sur lesquelles nous, on va pouvoir l'accompagner. Donc voilà, il y a cette proposition aussi qui est faite pour justement, encore une fois, adapter pleinement, notre accompagnement, aux objectifs du podcasteur ou de la podcasteuse. Oui, donc c'est vraiment, vraiment très, très personnalisé. Alors bien sûr que votre offre, c'est le SEO,
Mais après, vous vous adaptez vraiment à chaque personne et à vraiment ses besoins. Enfin, c'est hyper personnalisé pour le coup. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est comme ça qu'on l'a imaginé, oui. Bah, je pense que c'est, d'un point de vue, parce que moi je suis de l'autre côté de la barrière, du coup, d'un point de vue purement, voilà, purement clientèle, on va dire, effectivement, c'est ce que les gens vont rechercher parce que, on peut avoir des experts SEO qui disent, «Bon, bah, les mots-clés dans ta niche, c'est ça, tu utilises ça tout le temps et tu te tais». Sauf qu'au final, peut-être qu'il y a des subtilités quand même dans l'histoire et que, ou d'imposer peut-être certains formats plutôt que d'autres, alors que non. Enfin, je Oui, pense qu'on est libre. Mmh. ça dépend aussi des compétences, des appétences de la personne qu'on va accompagner parce qu'il y a des gens qui aiment bien être autonomes, mais avant de gagner en autonomie, bah, il faut quand même avoir un certain nombre de savoirs et de savoir-faire parce qu'on ne s'improvise pas, chacun dans tous les domaines qu'on rencontre au quotidien, bah, on a besoin quand même d'être appuyé. Donc, si la personne a envie d'autonomie, on peut tout à fait l'accompagner sur son SEO, y compris sur un format type coaching, on va dire. Et puis à l'inverse, la personne qui dit: «Bon OK, moi je fais déjà mon podcast, en plus de mon business parce que je suis coach ou je ne sais quoi et j'ai déjà beaucoup de travail à faire à côté, je vous délègue tout», c'est possible aussi. Alors là, j'ai donné un peu on va Oui, dire les 2 extrêmes. Mmh. de l'accompagnement et entre tout ça, il y a une palette de possibilités, à réajuster au fil des mois. Mais encore une fois, nous, avec Cathy, on préconise quand même plutôt l'accompagnement, à long terme pour que personne ne soit frustré parce que sinon ça serait illusoire de dire: «On t'accompagne un mois et puis ça y est, roule ma poule, ça va le faire, quoi». Donc voilà. Ouais, ça c'est un personnellement, c'est un de mes chevaux de bataille, pour Mmh. parler français, où, oui, enfin, on voit fleurir partout, hein, fait 10 K en 30 jours. Oui, bien sûr, Mmh. tous les jours même. Enfin voilà et oui, c'est important et au travers du podcast et des personnes que je peux interviewer, dont vous faites partie, c'est important quand même de montrer aux gens que, bah, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de si facile que ça, que ça demande du temps, de l'investissement, que c'est long, que le podcast, pour le vivre personnellement, oui, aussi, c'est pareil, c'est pas demain, à moins d'avoir une communauté, déjà de 10 000 abonnés qui vont, alimenter l'algorithme de visibilité, ce qui fait que ça propulsera comme un peu une pub, mais autrement, oui, ça prend plus de temps. Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin pour nos auditeurs, chacune? Peu importe ce qui vous passe, pas forcément sur le sujet, ce qui vous passe par la tête. Ce qui me passe par la tête, bah, moi, j'ai envie de dire, ça va faire un petit peu le cliché, hein, mais bravo aux podcasteurs parce que ce que j'aime vraiment dans ce métier, c'est l'idée de pouvoir porter un message au plus de gens possible, et aux gens qui en ont besoin et c'est vraiment ce que font les podcasteurs avec un travail, qui est colossal et en même temps, très unique, très très immersif donc je pense que notre société a besoin de gens qui se donnent la peine d'aller expliquer des choses en profondeur ou amener des témoignages, pendant lesquels on a le temps vraiment d'échanger et qui sont pas, courts comme un post, qui permet pas de nuancer. Donc merci parce que je pense que c'est vraiment un joli travail. Bah, ça va être dur d'enchaîner après ça, hein, parce que Elle a tout dit. elle Oh, a c'est pas tout dit, possible. c'est magnifique, elle a tout dit. Bah, moi, je suis une passionnée de podcasts depuis des années. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est un vecteur de transmission d'émotions, de savoir, de plein de choses. Donc, bah, c'est ça, je pense, qui nous lie avec Cathy, c'est l'envie de soutenir ce potentiel qui est énorme. Et comme on l'a dit maintes fois, c'est un travail énorme. Donc, nous, si on peut être une petite main là-dedans, une petite cheville ouvrière là-dedans, c'est ça qui nous remplit, je pense, Cathy et moi. Et puis, aussi, j'ai envie de te remercier, Elodie, parce qu'en fait, on est, dans une conversation très agréable. On est très bien accueillis par toi, donc voilà, j'avais envie aussi de te remercier. Yes, Très tout à fait. gentil, très, Merci très Hello. gentil. Moi, je vous remercie en tout cas, d'être intervenu. Pour les auditeurs, je remettrai tous les liens, dans pour vous trouver individuellement, pour vous trouver, vous, votre collab et vraiment merci, merci parce que je vous ai demandé d'intervenir et que vous avez accepté, sans sourciller, j'ai envie de dire. J'ai pas eu besoin de négocier, tout ça. Un super échange avec vous. Ravi que ça vous ait plu, parce que bon, mes auditeurs le savent, je le dis régulièrement, mais avec moi, il y a pas de plan quand on arrive et ça peut dérouter. J'en ai conscience pour les personnes qui aiment bien, hein, que ça soit carré. Ça peut dérouter, mais ravi que ce format vous ait plu aussi. Ravi que vous ayez partagé votre passion qu'on sent et voilà et tout cet attrait que vous avez, au-delà du SEO et de propulser, on va dire, pour le business, moi j'ai ressenti vraiment des personnes, tournées vers l'humain. Mmh.
C'est bon, on a réussi à faire passer notre Ouais, message. profondément tourné vers l'humain. Bien sûr qu'il y a du business, c'est pas un gros mot. Bien sûr qu'il y a des échanges financiers aussi, c'est pas un gros mot. Mais en dehors de ça, on sent voilà, ce côté humain que vous avez pour aider des podcasteurs à en tout cas faire entendre leur voix, porter leur voix encore plus loin. Donc merci à vous. Super, merci. Merci à toi et avec grand plaisir. Et il va être le moment de nous quitter. Je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas nous écouter. Et à bientôt!